J'ai des crypto-monnaies, mais comment je fais pour les transférer entre plateformes ou sur un autre portefeuille? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Je me trouve actuellement sur la plateforme Binance et j'ai 110 dollars en USDC, qui est un stablecoin. Et j'aimerais transférer tout ce stablecoin sur mon wallet MetaMask. Pour ce faire, tout simplement, on va aller à droite là du token sur les trois petits points, puis on sélectionne retrait. En haut, on voit bien que c'est bien l'USDC qui est choisi. Et en bas, on va nous demander deux choses. Eh bien, l'adresse, c'est-à-dire, c'est comme l'IBAN finalement. Il va falloir que je mette l'adresse de mon portefeuille MetaMask pour que Binance comprenne bien où est-ce que je vais envoyer mes crypto-monnaies. Pour ce faire, je vais aller dans MetaMask. En haut, là, dans le compte de billets libres, et bien tout simplement, je vais copier l'adresse publique qui est là-haut. Voilà, une fois l'adresse copiée, on va nous demander de sélectionner un réseau. Il y a plusieurs réseaux pour pouvoir envoyer une crypto-monnaie. Là, dans mon cas, je vais sélectionner celle qui est la moins congestionnées et qui a aussi donc le moins de frais de transaction. On peut voir qu'ici, c'est la Binance Smart Chain. Ici, frais de 0 $. Je sélectionne. Enfin, je vais sélectionner le montant. On voit ici qu'on a un montant minimum de 20. Moi, dans mon cas, je souhaite tout envoyer. J'appuie sur maximum. C'est bien mes 110 dollars qui vont être envoyés. Et on m'indique ici le montant qui sera reçu, donc 110 dollars, moins les frais de réseau. Mais comme il n'y en a pas, c'est le même montant. Et je fais retrait. On va me demander de confirmer que mon portefeuille accepte le réseau Binance Smart Chain, parce qu'il faut s'assurer que le portefeuille de départ qui envoie sur le réseau de la Binance Smart Chain puisse être reçu sur le même réseau, sur le portefeuille de réception qui est MetaMask. Donc il faut que je m'assure que les deux portefeuilles soient connectés sur le même réseau. On me demande ici bien d'entrer le code de mon application d'authentification que vous pouvez avoir bien sur une tablette ou sur le téléphone. Et la transaction est envoyée. Dans MetaMask, on me dit que j'ai bien reçu un jeton, que je vais l'importer. Bien l'USDC que j'ai demandé d'envoyer, importé, et me voici en possession de mon USDC. Voilà comment on fait pour transférer tout simplement des crypto-monnaies d'une plateforme à un compte, et ça fonctionne de la même manière que ce soit une plateforme ou un autre portefeuille. Retrouvez les explications juste après l'intro. Voilà, on se retrouve pour les explications de cette vidéo. Donc, j'avais eu plusieurs questions voilà, par rapport au fait de comment on fait pour transférer tout simplement des crypto-monnaies, que ce soit d'une plateforme à une autre plateforme, ou alors d'une plateforme à un portefeuille, ou même d'un portefeuille à un autre portefeuille, etc. Donc, on va voir ça ensemble dans cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer autour de chaque étape, parce que c'est pas simplement transférer des crypto-monnaies, mais c'est aussi comment on va les transférer, sur quel réseau, gérer les frais de transaction derrière, et surtout éviter le plus gros danger, c'est-à-dire la perte de vos actifs, la perte de vos crypto-monnaies lorsque vous envoyez, parce que, eh bien, le problème, c'est que si on prend l'exemple dans notre monde, si vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un via un virement bancaire, du coup, via votre banque de manière classique, eh bien, vous allez indiquer son IBAN et voilà, vous allez l'envoyer. Si vous avez fait une erreur sur l'IBAN, eh bien, la banque va vous renvoyer votre argent en disant il y a eu une erreur, on ne trouve pas votre destinataire, etc. Voilà. Vous avez toujours une sécurité parce que derrière, il y a des humains. Derrière, c'est un réseau centralisé, ce qui veut dire qu'il y a des entités, il y a une banque, il y a votre première banque, la banque A et la banque B. Si la banque A envoie des coordonnées qui sont erronées à la banque B va renvoyer les coordonnées à la banque A, etc. Le problème, c'est qu'en crypto-monnaie, il y a ce fonctionnement qu'on appelle la blockchain. C'est donc ce réseau technologique, c'est ce qui a été créé par la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin, c'est cette technologie-là même que la crypto-monnaie a créé en même temps d'exister. Le Bitcoin, lorsqu'il a été créé, a aussi du coup créé cette blockchain qui est, c'est la technologie sur laquelle les crypto-monnaies sont basées. C'est ce qu'on appelle en fait un réseau qui est décentralisé. La blockchain, il faut le voir un peu comme une bibliothèque où on va recenser toutes les transactions au fur et à mesure qu'elles vont se faire sur le réseau. Parce que tout est autonome, on n'a besoin de personne. Ça fonctionne tout seul, bien sûr. Derrière, il va y avoir des installations, mais que chacun peut faire soi-même. C'est la différence, c'est que derrière, il n'y a pas simplement une entité, mais c'est en fait des milliers et des millions d'entités qui, ensemble, vont permettre que le réseau fonctionne. C'est aussi ça, déjà, eh bien, le pourquoi du comment les crypto-monnaies ont voulu exister. Pourquoi le Bitcoin a été créé? Tout simplement parce que l'idée, c'était de pouvoir s'envoyer bien, de l'argent sans passer par un intermédiaire, sans passer par une banque, sans payer des frais, tout simplement. L'idée, c'était juste, on était sur notre téléphone et puis on pouvait envoyer des bitcoins à quelqu'un d'autre d'un point A à un point B sans passer par une banque, sans passer par autre chose. Voilà.
Et de fil en aiguille, les projets se sont développés, d'autres crypto-monnaies se sont développées, et en fait, chaque crypto-monnaie a créé plus ou moins sa blockchain. Pas tous, mais il existe plusieurs blockchains maintenant qui existent, et ces blockchains, ce sont ces réseaux. C'est les réseaux qu'on a pu voir dans le début de cette vidéo que je choisis pour transférer une crypto-monnaie. En fait, il y a des réseaux, il y a des blockchains qui vont me permettre en fait de transférer beaucoup de crypto-monnaies, peu importe. Il y a d'autres réseaux qui au contraire vont dire attention, sur mon réseau, tu peux faire circuler que ce genre de crypto-monnaie-là, etc. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut faire attention au fait déjà que la crypto-monnaie puisse être transférée sur tel réseau, mais il faut aussi faire attention qu'il y a aussi des frais de transaction suivant les réseaux, suivant les blockchains, c'est-à-dire que vous allez payer quand même bien, une transaction, un tout petit peu d'argent pour pouvoir envoyer votre crypto-monnaie quelque part, soit à quelqu'un, soit sur vos propres comptes. C'est normal parce que comme la blockchain est un réseau décentralisé, derrière, il n'y a personne qui a apporté des fonds. Il n'y a personne, il n'y a pas d'entité, un PDG qui va gérer l'entreprise et qui va dire, voilà, moi je vais mettre tant en montant de transactions, etc. Non, là, ça se fait automatiquement via des algorithmes, ce qui fait que chacun, tous ensemble, nous sommes en fait le PDG de l'entreprise Bitcoin, de l'entreprise Ethereum, de la crypto-monnaie, dans lequel nous allons pouvoir bien, transférer notre propre argent. Et comme c'est communautaire, bien, du coup, il y a un algorithme qui va faire que, suivant les moments où il va y avoir une forte utilisation, si d'un coup tout le monde se met à utiliser le même réseau, il va y avoir ce qu'on appelle une congestion, et donc les frais de transaction risquent bien, d'être beaucoup plus élevés. Mais là où je voulais surtout en venir, la chose la plus importante, c'est bien de savoir où est-ce qu'on envoie l'argent, que l'adresse qui a été entrée soit correcte. Parce qu'une fois envoyé, il n'y a pas de marche arrière. C'est très difficile d'y recourir, mais il faut savoir qu'en vrai, 99% des cas, on ne peut pas retrouver de l'argent qui aurait été envoyé à une mauvaise adresse. Parce que derrière, il n'y a personne. C'est décentralisé. Vous êtes le responsable de votre envoi. Vous êtes responsable. Et vous allez voir même que, suivant si vous êtes sur une plateforme centralisée comme Binance, ou une plateforme décentralisée comme Uniswap, ou alors votre portefeuille qui, lui, par exemple, là, dans notre exemple, sera MetaMask, est décentralisé. Suivant si vous n'avez plus votre mot de passe, si vous avez perdu votre phrase de récupération, eh bien, vous perdez l'accès à vos fonds. Il n'y aura personne derrière. Alors que si vous êtes sur Binance, eh bien, il y a un service client. Binance, il faut le considérer comme une banque finalement classique. Derrière, il y a un service client, il va y avoir des personnes qui vont vous aider. Mais par contre, ils ne pourront rien faire sur l'idée que vous avez envoyé des fonds autre part que chez eux. Donc c'est quelque chose qu'on va voir là ensemble. Donc là, on va retrouver mes fonds qui sont partis du coup sur mon compte MetaMask. Donc là, on se trouve sur mon navigateur internet et en haut, du coup, j'ai ajouté l'extension du portefeuille MetaMask. Donc on peut y accéder facilement comme ça. Parce que vous allez voir que le portefeuille MetaMask, en fait, il a cette possibilité de se connecter et d'interagir avec des protocoles. Et ça, on le verra plus tôt lorsqu'on parlera de la DeFi, de la finance décentralisée. Finance décentralisée, qui est comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes sur des blockchains, et la blockchain est un protocole décentralisé. À l'inverse des banques que l'on connaît aujourd'hui, notre finance d'aujourd'hui est une finance centralisée. C'est-à-dire ce sont les banques qui centralisent l'argent. Vous allez déposer des fonds dans une banque, peu importe la banque, et tout ça est centralisé. Chaque banque va avoir du coup le contrôle sur tous les fonds qui se trouvent dans leur coffre, on va dire. Alors que là, MetaMask, vous allez déposer en fait des fonds, pas dans leur coffre, mais en fait vous allez les déposer sur la blockchain. Parce que la blockchain, c'est une technologie encore qui permet en fait de gérer à elle toute seule les transactions, de faire en sorte que d'un côté, on puisse avoir tout enregistré, c'est-à-dire qu'il y a une traçabilité et un suivi transparent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller sur le réseau, sur chaque réseau, il va y avoir en fait une liste. Quand vous aurez la connaissance et l'expérience pour pouvoir interagir avec, eh bien, chaque individu peut accéder visuellement à toutes les transactions et tous les portefeuilles. Simplement, eh bien, il n'y a pas de nom sur les portefeuilles. Là, pour moi, j'ai mis un nom, ça s'appelle billet libre. Mais en fait, l'adresse que vous avez ici en haut, que vous copiez-collez, que j'ai copié tout à l'heure pour pouvoir m'envoyer eh bien, mes crypto-monnaies, c'est l'adresse qui est publique, c'est une adresse que tout le monde peut voir, mais ça reste anonyme. À partir du moment en fait, où vous connaissez l'adresse, oui, ça n'est plus anonyme. Mais en fait, l'idée, c'est que la blockchain va, de par sa technologie, eh bien, enregistrer toutes ces transactions. Pourquoi? Parce que comme elle n'est gérée par personne, elle a un algorithme elle seule qui va gérer tout ça. Et donc, du coup, elle va savoir, elle, d'après son algorithme, si la transaction est frauduleuse ou non, et si
il y a, on va dire, des anomalies. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on se retrouve dans une finance qui est décentralisée, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes du coup redétenteur de votre argent. Personne ne détient mes fonds qui se trouvent actuellement sur MetaMask. Là, mes 110 dollars d'USD Coin, donc du USDC, n'appartiennent qu'à moi. Ils se trouvent sur un coffre-fort, sur un réseau. Actuellement, le réseau qu'on a vu tout à l'heure, c'était la Binance Smart Chain. Donc, c'est la blockchain qui a été créée par la plateforme Binance, tout simplement. Elle a créé sa propre blockchain, son propre réseau. Et du coup, ça n'appartient même pas à Binance, parce que c'est une blockchain, et sur la blockchain, on ne peut rien y faire. C'est inviolable, comme on dit. C'est protégé dans le sens que personne ne pourra récupérer mes fonds. Il se trouve dans une petite case de la blockchain, dans lequel moi, grâce, soit mon mot de passe et ma, mon adresse, je vais pouvoir aller récupérer cela. Je vais récupérer, avec ma petite clé, je vais récupérer mon argent qui se trouve sécurisé sur la blockchain. Personne ne peut y accéder s'il n'a pas soit mon mot de passe, soit, ce que l'on va voir après, la phrase de récupération. Donc voilà un peu pour l'introduction de la technologie blockchain, qui est importante pour la suite pour savoir bien sur quel réseau je vais envoyer telle crypto-monnaie, qu'est-ce que je dois faire attention, et pourquoi c'est si important bien de garder mes informations secrètes comme ma phrase de récupération ou comme mon mot de passe, parce que tout simplement, il n'y a personne. On est sur un réseau décentralisé, on est sur une mentalité communautaire où chacun regagne du coup le pouvoir sur son argent. C'est bien ça, d'ailleurs, le pouvoir des crypto-monnaies, c'est le côté d'être la résistance finalement avec la finance centralisée où à partir du moment où vous déposez vos fonds dans une banque, techniquement, ils ne vous appartiennent plus à partir du moment où vous les retirez. Mais ça, c'est encore une autre vidéo qu'on pourrait faire sur la finance centralisée pour fonctionner, comment fonctionne l'argent dans notre monde. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le documentaire que j'ai réuploadé sur la chaîne, qui n'est pas le mien, c'est un documentaire de Paul Grignon, qui est très vieux, mais qui a le don de pouvoir encore expliquer très bien comment fonctionne l'argent jusqu'à aujourd'hui. Donc là, dans mon cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer à faire un transfert, cette fois-ci du portefeuille MetaMask à la plateforme Binance. Donc on va faire un transfert d'une plateforme décentralisée, MetaMask, à une plateforme centralisée. Vous allez voir, c'est la même chose, mais en même temps, cette fois-ci, je vais vous expliquer les frais de transaction, pourquoi le réseau, etc. Donc c'est parti. Donc là, je me trouve sur le portefeuille MetaMask. On peut voir ici plusieurs onglets, donc on peut voir qu'on peut acheter directement dans MetaMask, on peut swapper. Alors le swap, c'est c'est le mot anglais pour dire échanger finalement des crypto-monnaies. Si je souhaite échanger mon USD coin contre du Bitcoin, par exemple, etc. Nous avons le pont ou le bridge en anglais. Et bien tout simplement, c'est comment transférer en fait une crypto-monnaie qui se trouve sur un réseau, sur une blockchain spécifique, sur une autre blockchain. Et oui, il va falloir des ponts pour pouvoir déplacer nos crypto-monnaies d'un réseau à un autre, tout simplement. Donc déjà, quand vous commencez à comprendre tout simplement que au début, on peut envoyer nos fonds tranquillement grâce à une adresse publique que l'on retrouve en haut. Voilà. Comme exactement avec les banques, vous avez votre IBAN. Si vous avez mon IBAN, vous pouvez m'envoyer de l'argent, etc. Là, c'est pareil. Vous avez cette adresse, vous pouvez m'envoyer des crypto-monnaies. Maintenant, la deuxième question à se poser, c'est mais sur quel réseau je vais l'envoyer? Et donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je veux renvoyer mes USDC sur la plateforme Binance. Pour ce faire, j'ai donc besoin de l'adresse qui se trouve sur Binance. Parce qu'il faut considérer Binance comme une banque, comme un énorme portefeuille. Et Binance, du coup, a aussi une adresse. C'est mon adresse, c'est la mienne sur laquelle je vais pouvoir m'envoyer mes fonds. Donc pour ce faire, je retourne sur Binance et je vais aller dans Dépôt. Parce que tout à l'heure, on a fait retrait pour pouvoir retirer de l'argent de la plateforme. Et là, cette fois-ci, je veux faire un dépôt, je veux redéposer mes crypto-monnaies sur la plateforme. Donc, je clique sur dépôt. Binance va m'indiquer si je souhaite acheter avec des euros, si je souhaite déposer des euros, ou si je souhaite déposer des crypto-monnaies. Donc j'ai déjà des crypto-actifs ou je n'ai pas des crypto-actifs. Moi, j'ai des crypto-actifs. Voilà. J'aime bien mes USDC qui se trouvent déjà sur une autre plateforme. Donc je clique déposer des cryptos. Tout à l'heure, il va me demander, eh bien, quelle crypto tu comptes recevoir? Du coup, je vais lui dire, bah, ça va être des USDC. On peut sélectionner là aussi directement et sélectionner n'importe quelle crypto-monnaie.
Là, ce sont des onglets, des raccourcis, hein, rapidement, parce que ce sont un peu des crypto-monnaies assez utilisées. Donc je reclique sur USDC. Bien à faire attention, vous envoyez des USDC, il faut dire de l'autre côté que vous allez recevoir des USDC aussi. Et bien sûr, il me sélectionnait le réseau, la blockchain. Je clique dessus, et là, il me propose divers réseaux. Il me propose des réseaux, il me propose le réseau Stellar Network, le réseau qu'on a utilisé tout à l'heure, la Binance Smart Chain, le réseau Solana, le réseau de Base, le réseau d'Ethereum, les réseaux de Matic, etc., etc. Donc on peut voir ici, il y a beaucoup de réseaux. Et à moi de sélectionner celui qui me va le mieux, c'est-à-dire soit celui qui a le moins de frais de transaction, soit celui qui va être le plus rapide, parce qu'on peut voir ici à côté, on a environ, la transaction sera confirmée au bout d'une minute. Voilà, on peut voir le nombre de confirmations. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que, on reprend le mot blockchain. Blockchain, ça veut dire la chaîne de blocs. Ce qui veut dire qu'en fait, ça fonctionne par blocs. Il y a des blocs qui sont minés, etc., qui se construisent au fur et à mesure, et ça crée une chaîne. Et en fait, ça va fonctionner par le fait que la confirmation correspond finalement au nombre de blocs qui va se passer. Et suivant le réseau, un bloc va s'activer, entre guillemets, euh, sur un temps bien défini. Et donc, ça va dépendre. Peut-être un bloc, ça va peut-être prendre une seconde, peut-être une fraction de seconde, peut-être une minute, voilà. Et donc, voilà pourquoi ici, il indique bien que pour confirmer ma transaction, il lui faudra peut-être 15 confirmations. Il faudra faire 15 blocs d'un coup pour pouvoir euh, accepter et dire et authentifier, on va dire, ma transaction. Voilà, ce sont des algorithmes. Je vous inviterai à aller voir sur chaque blockchain bien, le white paper, c'est-à-dire c'est le papier qui a été écrit au moment de la fabrication et du lancement de la blockchain qui sera en question et qui vous permet de comprendre bien, comment est construite cette blockchain, quel est son algorithme, etc. etc. Beaucoup d'informations qui vont vous permettre de répondre à vos questions. Là, dans mon cas précis, ma crypto-monnaie sur MetaMask se trouve actuellement sur le réseau Binance Smart Chain. Donc il faut que je lui dise qu'en fait, je vais lui envoyer une crypto-monnaie qui est sur ma Binance Smart Chain. Parce qu'encore une fois, il faut imaginer que la blockchain, c'est un réseau ferré. Voilà, on va imaginer des trains dessus. Et que il y a plusieurs chemins pour arriver au bon port, pour arriver à votre gare. Par exemple, je vais partir de ma gare MetaMask. Eh bien, j'ai plusieurs réseaux, plusieurs blockchains, du coup, qui peuvent m'y emmener. Il y en a qui vont aller plus vite, d'autres qui vont aller moins vite. Et pour certains, il y en a qui vont coûter plus cher et d'autres moins cher. Le prix du billet de mon train. Pour arriver à la gare Binance, tout simplement. Là, dans ce cas précis, ma crypto-monnaie se trouve du coup à la gare MetaMask, mais déjà sur la voie, sur la blockchain, sur le réseau Binance Smart Chain. Parce que je l'ai envoyé là-dessus. Car MetaMask, en fait, si on retourne dessus, sépare distinctement mes réseaux. Ce qui veut dire que si on va en haut à gauche, là, on voit ici, c'est la sélection en fait des blockchains que MetaMask est compatible avec. Et là, on voit que je suis actuellement connecté sur la Binance Smart Chain. Or, si je clique dessus et que je sélectionne, par exemple, une autre blockchain, par exemple la blockchain Polygon, je clique dessus, eh bien c'est fini, je n'ai plus rien. On voit que je suis repassé à zéro. Parce que je n'ai pas de crypto-monnaie sur cette blockchain actuellement, tout simplement. Donc il faut comprendre qu'en fait, même si c'est le même portefeuille, comme c'est un portefeuille décentralisé, contrairement au portefeuille que j'avais sur Binance, eh bien lui va séparer et va décentraliser tous mes portefeuilles en fait. C'est comme si j'avais un portefeuille dans chacune des blockchains. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir conscience, parce que peut-être que vous allez envoyer des crypto-monnaies une fois sur votre compte MetaMask, vous n'allez pas voir sur quel réseau. MetaMask, lui, vu qu'il est compatible avec beaucoup de blockchains, vous allez quand même le retrouver, mais il va falloir du temps pour retrouver, mince, sur quel réseau je l'ai envoyé. Il ne faut pas avoir peur. Il se trouve bien sur une blockchain quelque part et vous allez pouvoir les retrouver grâce au même portefeuille MetaMask, mais il faudra sélectionner le bon réseau. Donc là, moi, je me dis, où sont mes USDC? Ah oui, c'est vrai, je l'ai envoyé sur la Binance Smart Chain. Donc je rechange en haut à gauche et je tape Binance Smart Chain. Et voilà, ils sont là. Donc, je vois ici qu'il y a mes USDC, mais je vois aussi que j'ai du BNB. Le BNB,
et là on va rentrer plus en détail dans les frais de transaction. Le BNB, c'est le jeton de Binance. En fait, encore une fois, là on va rentrer dans l'entreprise Binance, qui est une entreprise centralisée. Elle a créé sa propre crypto-monnaie. Donc jusqu'ici, rien d'exceptionnel parce que aujourd'hui, tout le monde peut créer sa crypto-monnaie facilement. Il y a des moyens de le faire, c'est très rapide. Mais bien sûr, derrière, après, c'est comment cette crypto-monnaie va vivre, sur quel réseau elle va exister, etc. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé du coup leur crypto-monnaie, le BNB, parce qu'il va y avoir une utilité pour eux. Sur la plateforme Binance, on peut utiliser les BNB peut-être pour les bloquer, pour faire du stacking et générer des revenus, ou alors pour peut-être payer moins de frais pour le trading, etc. Voilà. Donc Binance a créé ce jeton-là, mais il l'a créé aussi en même temps en créant sa propre blockchain. Comme je l'ai dit, on se trouve sur la Binance Smart Chain, qui est la blockchain de l'entreprise Binance. Voilà. Mais la partie décentralisée. Donc, lorsque l'on crée une blockchain, il faut savoir que dans son fonctionnement, il va falloir qu'il y ait en fait une crypto-monnaie principale qui va gérer cette blockchain. Et la crypto-monnaie principale de cette blockchain, c'est le BNB. À quoi ça sert d'avoir une crypto-monnaie principale? Eh bien, c'est surtout pour que la blockchain fonctionne. Il faut qu'il y ait un fonds de roulement. Il faut qu'il y ait des crypto-monnaies qui circulent pour pouvoir amortir les coûts de fonctionnement de cette blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, je parlais de frais de transaction. Là, pour renvoyer cette fois-ci mes USDC que j'avais déjà sur mon compte Binance, pour les envoyer du coup du compte MetaMask sur le compte Binance, eh bien, on va me demander des frais de transaction. On va me dire, bah écoute, tu vas utiliser notre blockchain, c'est comme s'il y avait un péage. Nous, pour que ça fonctionne, on a besoin que tu nous payes un certain montant pour pouvoir, qu'on puisse te valider ta transaction et que cela s'envoie. Ces fonds-là, pour bien comprendre, ça ne va pas aller dans les poches de Binance. Vu qu'on est sur une blockchain, c'est décentralisé. On n'est pas comme sur un péage en France où c'est la société Vinci ou une autre qui va s'en mettre plein les poches. Non, là on peut se dire que c'est pour que l'écosystème de la blockchain fonctionne, eh bien il va falloir que chaque personne en fait débourse un certain montant de frais pour pouvoir faire fonctionner et continuer à vivre la blockchain pour tout le monde. Comme du coup c'est décentralisé, vous et moi en fait participons au bon fonctionnement et au maintien de la blockchain que l'on va utiliser. Et de manière naturelle, parce que ça a été construit comme cela, c'est malgré vous, en fait, vous participez à maintenir ce réseau-là par les frais de transaction. Et ces frais de transaction sont donc payés avec la crypto-monnaie principale, qui est donc ici le BNB. Le BNB, c'est donc la crypto-monnaie qui vous permet, on appelle ça les frais de gaz, c'est-à-dire en fait c'est du carburant. On a besoin de carburant pour fonctionner sur chacune des blockchains. Et bien sur cette blockchain-là principale, on utilise le BNB. Donc il faut en fait penser à tout d'abord envoyer un peu de cette crypto-monnaie principale sur votre réseau sur lequel vous avez envoyé. Parce que là, si j'avais envoyé juste mes USDC, mais que je n'avais aucun BNB sur mon compte, eh bien, je n'aurais pas pu bouger ces USDC parce qu'on m'aurait demandé des frais de transaction. Et mes frais de transaction sont payables en BNB. Or, si j'avais pas de BNB, je suis bloqué. Il aurait fallu du coup que je renvoie encore une transaction en BNB pour recevoir des BNB sur ma blockchain et pour pouvoir les utiliser comme frais de transaction. Et ça, c'est important à savoir. Contrairement à Binance, parce que lorsque j'ai envoyé mes fonds à partir de Binance, bien qu'il n'y avait pas de frais de transaction parce que je les ai faits sur leur propre blockchain, on va dire que c'est un discount qu'ils me font, c'est un geste parce que j'utilise leur propre blockchain, donc c'est certainement la plateforme qui paye ces frais de transaction derrière. Mais si je l'avais fait sur sur un autre réseau, ce que fait Binance, c'est qu'en fait, elle va rogner la part que j'envoie. Donc j'avais par exemple là 110 $, eh bien on va imaginer que elle allait me prendre peut-être 1 $ et en fait j'allais recevoir que 109 $ parce qu'elle paye les frais de transaction, les frais de réseau derrière. Voilà, elle aurait rogné dessus. Elle m'aurait pas demandé en fait d'avoir la crypto-monnaie spécifique de mon réseau. Voilà. Mais là, comme maintenant on se trouve sur un portefeuille décentralisé, lui il s'en fiche, il me fait pas de geste, il n'y a personne derrière, c'est moi avec moi-même, donc c'est moi avec ma voiture en fait. Eh bien, si je roule, j'ai besoin d'avoir du carburant, tout simplement. Donc je suis le responsable d'avoir mon carburant pour pouvoir rouler. Ben là c'est pareil, si je veux faire rouler ma crypto-monnaie, si je veux la faire passer de l'autre côté, il faut que j'ai du carburant, tout simplement. Et cet argent n'ira pas dans les poches du coup de Binance, mais elle ira
à la technologie blockchain, en fait, dans son mécanisme, il y a tout un papier technique qui permet qu'en fait, cet argent, cette crypto-monnaie va être en fait insérée dans des contrats, etc. et va permettre le bon fonctionnement de la blockchain. Voilà. Grosso modo, en fait, il y a des gens qui détiennent, par exemple, énormément de BNB, voilà. Des gens que l'on va appeler des validateurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'ils détenaient des serveurs, des ordinateurs qui laissent tourner en permanence pour maintenir le réseau blockchain de la Binance Smart Chain. Voilà. Et en fait, en faisant cela, ils ont peut-être stacké leur BNB. Vous vous souvenez, hein, le stacking, c'est le fait de bloquer des fonds. Et vous les bloquez pourquoi? Parce qu'en retour, on vous récompense. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que comme vous aidez la blockchain à maintenir son réseau, parce qu'il y a toute une technique qui fait qu'il faut maintenir un certain montant de crypto-monnaie bien spécifique pour maintenir une blockchain de manière sécuritaire. Voilà, ça sera un autre sujet, hein. Euh, mais là, dans ce cas précis, on va imaginer que ces personnes-là, qui permettent de maintenir le réseau de manière sécurisée, ont bloqué des BNB. Et en fait, à chaque fois que moi je vais utiliser la blockchain, la Binance Smart Chain, avec mes frais de réseau, eh bien ça va être partagé entre tous ces validateurs. Donc c'est des personnes comme vous et moi qui peut-être ont simplement bloqué des BNB spécialement sur le compte de la Binance Smart Chain et vont pouvoir être récompensés du fait qu'ils bloquent ces crypto-monnaies pour maintenir le réseau pour tout le monde. Voilà, vous commencez à comprendre du coup que le réseau décentralisé, c'est vraiment, on est tous ensemble et chacun peut décider de devenir aussi validateur. Donc bien sûr, ça doit être des sommes maintenant assez astronomiques pour maintenir le réseau, mais l'idée est là, ça peut être aussi un investissement. Vous pouvez devenir vous aussi validateur pour pouvoir, eh bien, vous aussi maintenir une blockchain. Ça peut être aussi la blockchain du Bitcoin, ça peut être celui d'Ethereum, etc. Mais vous comprenez maintenant que l'argent ne va pas à l'entreprise Binance, mais elle va du coup à ceux qui aident à maintenir le réseau en fonctionnement. Voilà. Donc voilà à quoi servent les frais de transaction. Et en fait, suivant les réseaux, et suivant comment ces blockchains sont faites, et suivant aussi le nombre de personnes qui vont l'utiliser à un moment donné, eh bien le prix peut varier. Le prix du carburant peut varier. Ça, on le connaît très bien en France. On a bien vu que suivant les soucis économiques, suivant n'importe quel impact qui peut se passer au monde, il varie. Et là, c'est pareil. Là, ça va être suivant d'autres paramètres. Ce qui fait que des fois, à certains moments, eh bien, on va pouvoir se dire, bah, tiens, moi, je vois que le réseau peut-être Binance Smart Chain est congestionné, ça va me coûter trop cher d'envoyer une transaction, d'envoyer de l'argent sur un autre compte, du coup, je vais utiliser un autre réseau, si ça m'arrange, parce qu'il faut voir si des deux côtés ça fonctionne. Voilà encore une fois pour résumer. Si vous commencez à envoyer de l'argent sur un portefeuille décentralisé, il faut comprendre, eh bien, toutes les, il faut comprendre toutes les subtilités du réseau des frais de transaction. Et dernière chose, de la sécurité aussi de vos fonds. Comment vous pouvez être aussi responsable de vos fonds. Voilà. Donc là, je vais juste simplement renvoyer maintenant mes fonds USDC. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne eh bien, mon USDC. Voilà. Il m'indique actuellement à combien il est. Comme c'est un stablecoin, il est toujours aux alentours en fait des 1$ ou des 1€. Là, dans le cas précis, ça sera des 1$, d'où le fait que ça coûte 0,97 centimes d'euros, parce que bien, il y a la conversion entre l'euro et le dollar, bien sûr. Et puis, il y a ici le bouton envoyer, tout simplement. Donc je fais envoyer. On voit que c'est bien de mon compte billet. Voilà, c'est comme un compte bancaire. Ça va partir de mon compte billet libre MetaMask. Et là, je vais choisir le destinataire. Et destinataire, ben, c'est l'adresse publique. Et l'adresse publique, eh bien, on allait la chercher tout à l'heure. C'est celle que j'ai cherchée dans dépôt sur Binance. J'ai choisi mon USDC, Binance Smart Chain. Vous avez bien compris, on est sur ce réseau-là depuis tout à l'heure. Et on me donne l'adresse de dépôt. Voilà. Soit un QR code, parce imaginons vous êtes sur votre téléphone, et bien vous pouvez scanner le QR code et ça va du coup scanner l'adresse. Parce que, encore une fois, c'est très important de ne pas se tromper dans l'adresse. Toujours vérifier des dizaines de fois. Et là, sinon, je peux tout simplement copier. Voilà. Je copie. Je retourne sur MetaMask. Donc je recommence. USDC, envoyer de mon compte billet libre à l'adresse. Je fais coller. Voilà. Donc ça, c'est mon adresse. On voit bien que ça se termine par B430. Je vois bien ici B430. Voilà. On va m'indiquer combien je souhaite envoyer. Moi, je souhaiterais envoyer la totalité. Donc j'envoie maximum. Voilà. Tout simplement. 110, 110, c'est ça. Destinataire. Continuer.
Alors, il m'indique bien ici le petit logo, hein. Ça, c'est le petit logo. Donc ça, c'est le logo de l'USDC. Ça, c'est le petit logo de la Binance Smart Chain. Pour bien m'indiquer que c'est l'USDC de la Binance Smart Chain que j'envoie. Je vais continuer. Alors, on me réindique ici en haut, du coup, le montant. J'examine, hein, de mon compte vers le destinataire. Il me dit, attention, première interaction. Alors, c'est bien parce qu'il y a toujours des petites sécurités maintenant, hein, que c'est bien la première fois que j'ai interagi avec cette adresse. Et de m'assurer que c'est bien la bonne, parce qu'il n'a pas l'habitude que j'interagisse avec cette adresse. Bon, moi, dans ce cas précis, je sais que c'est bien mon adresse. On me réindique que c'est bien sur le réseau Binance Smart Chain, et on arrive aux frais de réseau. Montant payé pour traiter la transaction sur les réseaux. Et là donc, je vais dépenser l'équivalent de 0,0003 BNB, soit 18 centimes. Voilà combien me coûte ma transaction pour renvoyer mes 110 dollars de l'autre côté. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a des blockchains, comme la blockchain Ethereum, qui est la plus grande blockchain utilisée aujourd'hui encore, qui utilise du coup comme frais de transaction l'Ethereum. Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin, parce que c'est une blockchain qui s'est très très bien développée pour des protocoles dans la finance décentralisée. On verra ça si vous avez des questions sur la finance décentralisée, comment interagir avec des plateformes décentralisées. N'hésitez pas à me les poser du coup en commentaire. Et pour dire en fait de cette blockchain Ethereum, c'est qu'en fait, elle a des frais, elle a eu des moments où elle a eu des frais extrêmement élevés. Mais actuellement, les frais peuvent tourner autour de 1 euro à 10 euros. Voilà. Mais imaginez, vous voulez envoyer simplement 100 euros sur un autre compte et ça vous coûte 10 euros. Vous y réfléchissez à deux fois avant de réutiliser la blockchain. Donc c'est comme ça qu'après vous commencez à réfléchir en termes de réseau, en termes de qui est le moins cher et qui va me servir. Et ou sinon, vous allez économiser, vous allez vous dire, bah, je vais attendre peut-être d'avoir beaucoup plus d'argent sur un protocole, sur ma blockchain, avant de l'envoyer parce que je sais que mes frais de transaction vont coûter très cher. Et pourquoi ils coûtent cher? Bah, parce que la blockchain, donc par exemple là on parle d'Ethereum, la blockchain est très utilisée, elle a une technologie derrière qui fait que peut-être qu'elle ne peut pas faire tant de transactions par seconde, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de blockchains se sont créées après elle pour parer à ce problème-là, sur le fait que bah, les gens en fait ne pouvaient plus l'utiliser pour des petites transactions parce que ça coûtait vraiment trop cher. Donc la blockchain Ethereum a fait beaucoup de travail de mise à jour pour faire baisser les frais parce qu'il est arrivé un temps où en fait pour faire une transaction basique ça coûtait entre 80 et 100 euros, donc c'était juste impensable de travailler dessus, c'était plus possible. Et donc du coup il a fallu parer à tout ça là. Mais tout ça c'est un côté de développeurs qui ont créé les blockchains et qui mettent en place des mises à jour pour améliorer ce qu'on appelle la scalabilité d'une blockchain, c'est-à-dire sa capacité à générer et traiter des transactions à la seconde, bref, dans le temps. Voilà, et on m'indique aussi, on revient, hein, donc 18 centimes, 15 secondes, voilà. Donc on va dire que la Binance Smart Chain, c'est une blockchain qui, en termes de frais de transaction, n'est pas très chère, mais est encore chère par rapport à d'autres qui des fois sont de l'ordre de 1 centime, voire même moins d'un centime d'euro d'autres blockchains, voilà. Et ce sera à vous aussi de les découvrir. Je fais confirmer. Et voilà, c'est en attente. On voit ici, envoyer, transaction confirmée, c'est parti. Elle est confirmée sur la BSCS Scan. Alors ça veut dire la Binance Smart Chain Scan. C'est sur chaque blockchain, il va y avoir en fait, je vous ai dit, c'est-à-dire le fameux grand livre de transactions qui va tout recenser, qui est du coup la blockchain, mais qui peut être visible par nous humains. C'est un peu, ça s'appelle un peu c'est des explorers en fait. C'est-à-dire que grâce à cela, on va pouvoir aller explorer la blockchain. C'est-à-dire que contrairement à une banque, vous n'allez pas pouvoir explorer les comptes de votre banque. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas très transparentes en général. Mais là, par contre, toutes les blockchains sont transparentes. Donc, vous allez pouvoir retrouver, eh bien, avec votre adresse aussi, tout ce que vous avez sur votre compte, etc. Mais personne ne pourra interagir avec. Parce que on parle bien de crypto-monnaie, c'est cryptographié, c'est-à-dire que tout est encrypté sur cette blockchain, personne ne peut interagir avec tant que vous ne leur avez pas donné votre mot de passe, finalement, votre clé secrète pour pouvoir accéder à votre coffre. C'est comme si vous avez finalement un coffre fort chez vous, mais si tant que vous ne donnez pas la clé physique à quelqu'un, personne ne pourra voler vos fonds. Et, et là, le paradoxe d'une blockchain, c'est que la blockchain, c'est transparent, on peut voir tous les blocs qui sont minés. Alors on voit le bloc, on voit les validations, les validateurs qu'on parlait tout à l'heure, on voit voilà des adresses, on peut voir toutes les adresses en temps réel, on peut voir les transactions, on peut voir le prix aussi
du BNB qui est bien tout simplement la crypto-monnaie principale qui permet de faire tourner cette blockchain, qui est actuellement à 705 $. Donc imaginez d'en avoir un bon montant pour être validateur. Ici, vous pouvez rechercher vos transactions, c'est-à-dire que la transaction que je viens de faire ici, je pourrais la retrouver ici, sur ce carnet. Elle est de manière invariablement inscrite sur ce dossier. Personne ne pourra l'enlever. C'est définitif. Ce qui est inscrit sur la blockchain, une fois que le bloc est passé, c'est définitif et inviolable. Donc on pourra retrouver des années plus tard une transaction qui aurait été faite. C'est pour ça d'ailleurs que des personnes qui ont fait des hacks, qui ont piraté des sites internet, qui ont volé des fonds, parce qu'il y a eu dans les protocoles décentralisés, bien malheureusement des failles de sécurité, et donc comme des virus, les gens ont réussi bien à trouver la faille et à voler tous les fonds. Voilà. Voilà pourquoi la finance décentralisée, pour l'instant, est conseillée aux personnes plus experts, plus expérimentées, parce qu'il y a ce risque-là. Beaucoup moins de risques sur une plateforme centralisée comme Binance, même si le risque existe toujours, mais voilà, que votre banque principale ou que Binance se fasse pirater, vu qu'on est sur quelque chose de centralisé, c'est plus compliqué. Mais c'est déjà arrivé. Mais tout ça pour dire que ici, c'est transparent. Vous pouvez retrouver toutes les transactions que vous avez pu faire. Vous verrez pourquoi c'est intéressant de le savoir plus tard, lorsque vous ferez plutôt de la finance décentralisée. Voilà pour l'Explorer. On retourne sur Binance, là où j'ai normalement renvoyé mes fonds. Donc je vais retourner sur mon compte Spot, qui est le compte principal de Binance. Et voilà, je retrouve ici mes 110 $ en USDC. J'ai donc bien fait mon transfert. Et je l'ai fait sur le même réseau comme à l'aller comme au retour, Binance Smart Chain. Là où j'ai dû dépenser en frais de transaction, en carburant, le jeton BNB, tout simplement. Donc vous avez compris que cet échange, ce transfert de crypto-monnaie peut se faire comme avec une banque classique, c'est-à-dire en utilisant un IBAN, donc une adresse publique. Donc il vous faut votre adresse publique. Ensuite, il vous faut le réseau sur lequel votre portefeuille ou la plateforme sur laquelle vous allez transférer les crypto-monnaies soit compatible avec le même réseau avec lequel vous envoyez. Donc il vous faut un réseau qui va d'une gare à une autre, le même réseau. Ici, c'était la Binance Smart Chain. Et ensuite, il vous faut du carburant de ce réseau bien spécifique. Donc ici, ça a été le BNB et j'ai dépensé 18 centimes pour passer sur ce réseau, comme un petit péage, mais dont l'argent sera redistribué aux gens qui maintiennent ce réseau, tout simplement. Et là, vous avez les bases déjà pour commencer à transférer des crypto-monnaies. Dans une prochaine vidéo, on parlera de la sécurité d'un portefeuille décentralisé. Comme je vous parlais, il y a une clé secrète par rapport à toute cette sécurité, parce qu'on parle de transparence, du paradoxe de la transparence de la blockchain, mais dans le fait qu'en fait, derrière, tout est encrypté, ce qui veut dire que personne ne peut y accéder, mais on peut voir et pas y accéder. C'est toute la magie des crypto-monnaies. C'est pas comme si aujourd'hui on pouvait aller voir les comptes du coup de votre banque. Ça ne se fait pas trop. Mais voilà, dans l'idée, c'est en fait que le réseau décentralisé, donc ça vous met un pied dans ce monde-là, dans cette communauté de crypto-monnaies, de personnes qui du coup vont regagner le pouvoir sur leurs fonds. Car derrière, il n'y a pas d'intermédiaire. Bien qu'il y ait une application comme MetaMask qui permet d'interagir en fait avec la blockchain, voilà à quoi ça sert, vous n'interagissez pas avec un intermédiaire. C'est juste MetaMask qui est là pour que vous ayez un affichage. Nous, humains, puissions tout simplement accéder et pouvoir cliquer sur un bouton pour dire voilà, ok, je vois visuellement mes fonds. Mais sinon, vos fonds se trouvent sur la blockchain encryptés quelque part et n'attendent que vous pour pouvoir y accéder avec votre mot de passe et votre petite clé secrète en fait, pour pouvoir l'ouvrir, tout simplement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, d'ici là, portez-vous bien.